Salut les amis et bienvenue dans ce premier preview show de la saison consacré au choc entre l'Atlético de Madrid et le Barça. Comme c'était déjà le cas la saison dernière, nous allons décrypter cette affiche espagnole. Pour nous accompagner, deux invités de marque, Nordin Jbari, qui se fera un plaisir bien évidemment de porter ce regard pointu sur cet affrontement ibérique et qui sera d'ailleurs au commentaire de cette rencontre. Salut Nordin. Ouais, salut, bonsoir, bonjour à tous. Oui, j'aurai cette chance de faire un gros match, l'Atlético-Barça, championnat espagnol que j'adore. Petit Vénard, David Garbayeda Lopez, j'espère ne pas avoir écorché votre nom, nous fait également le plaisir d'être à nos côtés. Salut David. Bonjour Pierre-Alexis. David, vous avez une chaîne Twitch consacrée à l'Atlético de Madrid et vous couvrez l'actualité des Colchoneros. C'est bien ça, expliquez-nous. C'est ça avec en collaboration Atleti Francia, un gros compte Twitter francophone sur l'Atlético. Et on a décidé en octobre 2020, il y a un an, pile quasiment, de lancer une chaîne Twitch Atleti Francia pour Radio Atleti et on débriefe, on fait des émissions autour de l'Atlético pour le monde francophone. Donc l'Atlético n'a plus aucun secret pour vous, on est bien d'accord? Quasiment. J'espère bien. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Je viens d'évoquer ce choc entre ces deux formations, Nordine, David, mais est-ce toujours le cas quand on jette un coup d'œil au classement général, le 4e contre le 6e de la Liga? Oui, oui, c'est toujours le cas pour moi, parce que sixième, oui, mais ils ont un match de retard quand même, le Barça, on ne sait jamais. Ça pourrait peut-être revenir, même si c'est compliqué pour le moment. Mais oui, le Barça, rien que historiquement, ça reste un bon match avec toujours des joueurs intéressants, et puis des retours, des Suarez qui vont jouer contre le Barça, Griezmann, donc ça va toujours apporter quelque chose d'intéressant. Le Barça qui est pas bien, qui va jouer contre l'Atlético, et donc il y aura des projecteurs pour voir la réaction. Donc oui, pour moi, c'est des gros matchs, ça reste toujours des gros matchs. C'est votre avis, David, aussi également? Ça reste une grosse affiche, c'est le champion en titre qui joue la première grosse affiche dans un stade avec un public de retour à 100%. Ouais. La jauge est à 100%, on y reviendra durant l'émission. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir de revoir tous ces gens qui vont revenir pour un Atlético-Barça. Et puis voilà, c'est deux des trois plus grands clubs de Liga, ça ne peut être qu'une grosse affiche. Messieurs, vous le savez, ces deux cadors espagnols étaient sur la scène européenne cette semaine. L'Atlético s'est imposé contre l'AC Milan, Nordine, dans les tout derniers instants, mais ce n'a pas été une partie de plaisir face aux Rossoneri. Non, non, parce que le Milan, pour le moment, mentalement, ils sont bien parce que ça faisait quoi? Ça faisait 8-9 ans qu'ils étaient plus en Champions League. Donc pour eux, aujourd'hui, cette année, c'est vraiment du bonus. Ils sont encore bien en championnat. Ils ont une bonne équipe. Il y a des Belges, Alexis Sademakers qui est en pleine forme. Donc pour eux, quand tu es bien mentalement, c'est toujours compliqué de jouer contre toi quand tu as des bons joueurs. Et puis l'Atlético, voilà, on le sait, parfois ça se cherche, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais c'est jamais agréable de jouer contre eux. La preuve, c'est de nouveau une victoire par un petit but. Le Milan n'a pas su marquer parce que cette équipe, l'Atlético, à l'image de Simeone, essaye toujours d'être bien défensivement, même si à un moment donné, il avait fait évoluer les choses et ça n'a pas toujours marché. Griezmann n'était pas là, on verra quand Griezmann rejouera. Donc voilà, ouais, il y a des choses quand même importantes et intéressantes. Une victoire de l'Atlético 2-1. David, un but tombé très très tard dans la rencontre à la 97e minute. Ce penalty converti par Luis Suarez. C'est devenu une habitude cette saison avec les Madrilènes. Ces buts au bout du bout. Ça fut le cas face à Villarreal, si je ne dis pas de bêtises. L'Espagnol est face à Retafe. C'est devenu une habitude, mais bon, c'est parce que le banc de l'Atlético, cette fois, est conséquent. Cette saison, il y a vraiment énormément de joueurs qui peuvent transformer une rencontre. J'ai même l'impression que l'Atlético commence un nouveau match à chaque fois en deuxième mi-temps lorsqu'ils sont menés, parce qu'il y a tellement de changements, et maintenant qu'il y a 5 changements, Simone peut se permettre de faire entrer tous ses joueurs offensifs. Et à Milan, sincèrement, c'était un match quasiment perdu, puisque sans l'exclusion de Kessié, sincèrement, on ne voyait pas comment l'Atlético aurait pu remporter cette rencontre, tellement les Milanais étaient supérieurs cette semaine en Ligue des Champions, quoi. David, pourquoi le football proposé par l'Atlético n'est pas aussi chatoyant que celui proposé la saison dernière? Eh bien, le système s'essouffle. Voilà, Simeone a tenté une nouvelle défense à 3, donc il y a un an de cela, avec 2 pistons, etc. Mais ce système, on voit, montre de plus en plus ses limites. Si on joue avec une défense à 3, c'est pour orienter le jeu vers les pistons qui sont Trippier et Carrasco. Et ces deux joueurs ne sont plus au niveau de la saison passée pour le moment. Et puis on attend le réveil, le retour d'Antoine Griezmann. S'il est revenu, c'est pour essayer de donner un nouveau souffle à cet Atlético. Pour l'instant, Antoine Griezmann, malgré son but en semaine face à Milan, n'est pas du tout l'Antoine Griezmann désiré. Nordine, l'Atlético doit clairement faire mieux, peut faire mieux avec ce noyau. On parle également de ce mercato réussi avec Matheus Cunha, Rodrigo de Paul et Antoine Griezmann. Exactement, oui, mais c'est plus... Allez,
c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est un problème philosophique. C'est-à-dire que Simeone aime bien d'abord avoir une bonne structure, bien défendre. Le problème, c'est que ces dernières années, il y a eu des transferts un peu différents de sa vision. Donc, c'est compliqué, à l'image d'un João Félix qui est pas toujours titulaire, alors que c'est quelqu'un pour jouer vers l'avant, quelqu'un pour jouer techniquement. Voilà, Griezmann qui va revenir, on l'a dit. Suarez, lui, il n'y a pas de problème, parce qu'il même s'il est peut-être un peu moins bien physiquement, je trouve qu'au Barça, il court partout, il n'a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que je pense que Simeone, il se bat contre lui-même, en fait. C'est parfois vouloir bien structurer, moins jouer, mais avec les joueurs qu'il a, c'est des joueurs qui veulent jouer. Donc je pense que c'est pour ça que parfois il y a des matchs où c'est un peu moins bien, puis il y a des matchs où c'est mieux. David, Nordine va évoquer le cas Luis Suarez. J'ai écouté votre podcast, votre vidéo Twitch là, au sortir de la rencontre face à Milan. Vous avez pas mal égratigné l'Uruguayen. Luis Suarez, malheureusement, il a beaucoup de défauts. Et, depuis un an, malgré le titre de champion, il est là uniquement, j'ai l'impression, pour conclure les actions et marquer des buts. Je n'ai pas l'impression que Luis Suarez a encore la capacité de participer au jeu ou de donner, de décrocher, etc. J'ai l'impression que physiquement, il est vraiment à la fin de sa carrière. Et puis, il a 34 ans, hein, c'est un peu normal. Luis Suarez, aujourd'hui, à Tico, c'est vraiment l'archétype du numéro 9. C'est-à-dire il est là pour finir et il ne faut rien lui demander de plus. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Nordine. C'est un peu dur quand même, hein, parce que tous les grandes équipes... non, pas du tout, mais toutes les grandes équipes cherchent un buteur. Hein. Tout à fait. Il l'est. Moi, quelqu'un... Voilà, donc s'il joue un petit peu moins, avec c'est pas très grave. Je veux dire, ça me va très bien, moi. Qui marque des buts, mais oui. qui participe moins au jeu. Du moment qu'il marque, moi, je suis la part du contraire remplie. Voilà. Voilà, donc il a donné le titre l'année passée. Il est toujours là. C'est un renard des surfaces. Je l'ai dit là tout à l'heure. Physiquement, il est moins bien. Ça, je suis d'accord. Et je trouve même plus que ça. Je trouve que son genou, l'opération de ce genou, je trouve que parfois quand il court, il boite. Il n'est pas encore à 100% dans ce problème-là. On rigole un peu de lui, c'est un peu méchant, mais on a l'impression qu'il fait 40-45 ans, parfois dans certaines courses, parce que voilà, il boite un petit peu, ses courses ne sont plus du tout naturelles. C'est dur, non? Ouais. C'est dur, mais moi, du moment qu'il marque, ça me va, je suis très content, la part du contraire. 45 ans, c'est dur quand même. Vous savez ce que J'aurais bien voulu marquer comme lui quand même. Nordine, un petit mot, on attend également cette relation Griezmann-Suarez, il faut qu'ils trouvent leur marque. Je pense qu'ils vont la trouver facilement. N'oubliez pas qu'ils étaient ensemble à Barcelone, même si ce n'était pas dans des conditions optimales. Mais des joueurs qui savent jouer au ballon, qui sentent le but, qui sentent la bonne action. Et puis Griezmann qui va aussi peut-être aider Suarez, hein, parce qu'à un moment donné, il va venir de la deuxième ligne, il va donner cette petite passe en plus, il va amener ce niveau de technique un peu plus haut. Je pense vraiment que c'est un duo qui va bien marcher, franchement. Son but en atteste, hein. Mardi soir, Antoine Griezmann qui surgit dans cette phase avec une demi-volée du gauche magnifique. C'est là où on l'attend et c'est son premier but de la saison. On espère un déclic d'ailleurs pour le Français. Mais justement, c'est un but qui lui permet un peu de respirer après ce début de saison. Complètement, il avait la pression depuis qu'il est arrivé. Voilà, on n'en parle que de lui. Forcément, certains supporters n'ont pas digéré son départ encore du Barça. Je vais pas y revenir. Mais voilà, et puis moi j'attends personnellement une association avec João Félix. On sait bien que Simeone, c'est rare quand il aligne 3 attaquants, mais je n'exclus pas, surtout samedi soir, un alignement Griezmann, João Félix. Et là, ce sont des joueurs qui ont les clés du jeu entre les mains. On attend, quoi. Je pense que ça peut être la chance de João Félix. Pourquoi ? Parce que... Il est temps. Non, mais je pense qu'à un moment donné, quand vous avez 2 stars comme ça devant, les défenses adverses vont être bien concentrées sur eux. Et peut-être que dans cet intervalle, parce que moi je trouve que c'est là où il est fort, c'est dans cet intervalle, il aura un peu plus d'espace et un peu plus de possibilités à jouer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, voilà, João Félix, c'est le problème Simeone. C'est une énigme aussi. Non, c'est le problème Simeone. C'est qu'il veut d'abord qu'on défende. João Félix, lui, il veut d'abord jouer. Et donc, il y a des matchs où il est bien, il y a des matchs où il joue plus, puis il y a des matchs où il est un peu moins bien, parce qu'à un certain moment, tu sens bien que tu n'es pas titulaire. Tu as été acheté avec un salaire, un transfert énorme. Tu as des qualités, on voit que tu as des qualités. Et voilà, je ne suis pas sûr que, en fait, dès le départ, je ne suis pas sûr que c'était le meilleur endroit pour aller, quoi. Je veux dire, parce que Simeone a changé depuis, a essayé d'évoluer depuis, on va dire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et ça n'a pas toujours marché quand il a joué avec 2 attaquants. Donc, je pense qu'il y a des petites fois, il se réveille en disant c'est quand même mieux quand c'est mieux structuré. Comment expliquez-vous ces saisons en dents de scie de la part de João Félix ? Alors, il faut savoir que la première saison chez Simeone, c'est toujours compliqué. Ça a été le cas d'Antoine Griezmann quand il est arrivé de la Real Sociedad. Avant qu'il explose, il a mis 5-6 mois pour être titulaire. Bref, avec João Félix, c'est la même chose. Première saison assez discret, c'était aussi un Atlético un peu plus faible, avec 70 points seulement acquis en championnat en 2019-2020. Mais
l'année passée, au début de la saison, Joao Félix était le meilleur joueur de l'Atlético. Dans ce nouveau système en 3-5-2, avec des attaquants en soutien en soutien de Luis Suarez, Joao Félix était le meilleur joueur de l'Atlético avec un début de saison en boulet de canon, puis il y a eu cette blessure, etc., qui l'a diminué. Et là, forcément, il a eu du mal à revenir. Mais moi, comme disait Nordine, Joao Félix, il a de l'or dans les pieds. Et j'attendais cette troisième saison pour une éclosion totale. Malheureusement, c'était pour ça que j'étais un peu contre le retour d'Antoine Griezmann. Il va venir grappiller dans la zone de jeu de Joao Félix. Bon, en attendant, messieurs, le plus important au final, c'est la victoire de l'Atleti à Milan. L'Atleti est deuxième avec 4 points derrière Liverpool. Les Reds qui se déplaceront justement au Wanda le 19 octobre prochain. Un beau souvenir parce qu'ils avaient gagné 1-0 il y a 2 ans, donc on espère le même résultat. Quand je vous disais qu'il était intarissable, David. Parlons du Barça, messieurs. Le club catalan est-il un monument en péril? Ben oui, oui, mais d'abord, si vous voulez parler du monument en péril, bien sûr qu'on va parler de Koeman, mais avant ça, il faudra alors parler des directions précédentes. Beaucoup de choses à dire concernant le Barça. Comment est-ce possible qu'ils ont fait des erreurs comme ça, qu'ils ont des problèmes aussi graves financièrement? Il y a des clubs qui ont des problèmes financièrement, mais là, c'est quand même énorme parce que j'avais vu un article, on disait, ouais, mais quand Messi a re-signé, ça leur a coûté 500 millions d'euros. Aujourd'hui, je lis un autre article sur Messi ou Neymar, par exemple. Neymar qui a coûté 500 millions d'euros depuis qu'il est là au Qatari, mais qui leur a ramené 480 ou 460 millions d'euros. Donc, à un moment donné, c'est bien de dire qu'un joueur coûte cher, mais qu'est-ce qu'il ramène? Donc, je pense que c'était un problème aussi par rapport au salaire, parce que c'était l'équipe qui avait le plus les salaires les plus hauts. Ouais, une masse salariale énorme. Donc, déjà, il y a ça. Pourquoi il y a ce problème au Barça? Après, Koeman, oui, il est en difficulté, bien sûr qu'il est en difficulté. Il veut changer l'ADN avec De Jong. Jouer avec 2 attaquants comme ça n'est jamais arrivé au Barça, jamais. Ouais, une défaite 3-0, cinglante face au Benfica, David. Et la sortie précoce de Gérard Piqué a été peut-être le symptôme et le symbole de ce Barça souffreteux, à bout de souffle. Avec des cadres plus que vieillissants et des cadres qui sont dépassés par la vitesse d'un match européen. La Ligue des Champions, c'est ça, on met de l'intensité. Benfica n'est pas le plus grand d'Europe, mais ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Et c'est ça qui est inquiétant. Le Barça semble perdu, même face à une équipe comme Benfica. Et c'est très inquiétant. Il y a encore les cadres, ces problèmes de cadre. Je parle de Busquets, que j'adore, et Piqué. Mais voilà, est-ce que finalement, il ne faut pas passer vraiment à autre chose totalement et mettre les cadres définitivement sur le côté? Ils sont encore là. Et on a vu quand même en semaine qu'ils ne sont plus au niveau, malheureusement. Ouais, le pire, c'est que le Barça n'a cadré aucune frappe en 2 rencontres de Ligue des Champions face au Bayern et face au Benfica Lisbonne. Nordine, il n'y a pas eu cette réaction. Est-ce qu'il y a un risque sérieux de ne pas passer les phases de poule du côté catalan? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une pression terrible quand vous n'êtes pas bien mentalement et qu'il y a beaucoup de doutes, plus la pression qui est terrible. Oui, ça peut déstabiliser les joueurs parce que voilà, il y a des joueurs aussi quand même qui ont des qualités. Hein. De Jong, Pedri au milieu de terrain, c'est quand même pas mal, même si c'est vrai que De Jong, il ne sait pas parfois où aller à cause du placement de Busquets, qui est normalement le poste de Jong en équipe nationale. Donc voilà, oui, mais rien que pour ça, rien que pour cette pression, ça peut mettre une équipe en difficulté. On le voit, c'est compliqué. L'entraîneur qui est mis en difficulté tout le temps, tous les jours. Donc ça se répercute sur le groupe, c'est normal. David, en sommes-nous arrivés à un point où chaque match sera difficile pour le Barça, par exemple face à Levante, face à Benfica ou d'autres équipes de Liga? Malheureusement, c'est ce que certains supporters catalans refusent de croire encore aujourd'hui. Le Barça n'est pas un candidat à gagner des titres. C'est devenu pour moi un club. Je dis pas, c'est pas devenu Pas un lambda, club. bien évidemment. Non, pas du tout. Mais je veux dire, maintenant, il faut un petit peu revoir les objectifs. Il faut pas non plus espérer que le Barça performe. Peut-être aller en 8e de finale. Et encore, c'est mal embarqué. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, un supporter veut dire, allez, je suis motivé. Aujourd'hui, j'ai bon espoir de remporter le match face au Real Madrid, face au Bayern Munich. Non, malheureusement, ce n'est plus possible. Et pourquoi pas revoir les objectifs? Le Barça doit absolument finir dans le top 4 espagnol. Déjà, c'est vital, financièrement, à arriver en Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi, c'est le grand objectif du Barça, c'est finir dans le top 4 espagnol cette saison. En tout cas, la défaite face à Benfica a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour cet homme derrière vous, en arrière-plan, Nordine, Ronald Koeman. Les jours du Néerlandais sont comptés. Oui, bien sûr. Oui. Quand un club pareil va... Mais il est taillé pour le Barça. Non, mais il est taillé normalement. C'est un ancien joueur. Il connaît quand même l'ADN du Barça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la manière... je pense qu'il a fait sa plus grosse erreur, c'est Suarez. Vraiment. Je pense que sa plus grosse erreur de venir et de dire voilà, je veux plus de Suarez sans avoir un autre attaquant déjà prêt. Et puis rien que par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a fait dans ce club. Mais comme je vous le disais là tout à l'heure en off, c'est une habitude chez les entraîneurs hollandais.
On se rappelait de Van Gaal qui avait fait ça avec Rivaldo. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui aiment bien enlever une star pour être un peu plus le patron dans une équipe. Les Hollandais adorent ça. David, vous m'avez narré hors antenne une petite anecdote entre Oui. Koeman, dans la relation Koeman-Suarez par rapport à l'Uruguayen. C'est loin d'être une histoire d'amour. Parce que voilà, sur Twitch, d'ailleurs Suarez, il y a de plus en plus d'interviews sur Twitch en Espagne. Suarez en a donné une hier et on peut dire qu'il l'a encore en travers de la gorge puisqu'il rentrait chez lui après les entraînements de pré-saison avec le Barça en pleurant. Il le disait que Koeman l'avait mis en dehors du terrain d'entraînement comme s'il devait aller s'entraîner avec les cadets. Ouais. Voilà, toi tu t'entraînes à part et donc là Suarez n'a toujours pas digéré. Et ça donne vraiment le ton pour le match de samedi, le face-à-face, même si Koeman ne sera pas sur le banc, quoi. Oui, parce qu'il est suspendu, ça c'est Ouais. l'ironie du sort. Il est maintenu jusqu'à cette rencontre normalement, mais il est suspendu face à l'Atlético après son exclusion contre Cadiz, Nordine. Oui, ça aussi, c'est pas bon. Il faut être près de son groupe, il faut amener de l'énergie. Moi, je dis toujours qu'un entraîneur peut amener de l'énergie négative ou positive sur un banc. Donc, ça va être très compliqué pour lui, une frustration. Mais pour rebondir à ce qu'on vient de dire par rapport à la relation avec Suarez, oui, c'est incroyable. C'est incroyable de faire ça. C'est un manque de respect énorme de faire des choses pareilles. Et ben, quand vous faites ça, à un moment donné, ça tourne dans le vestiaire aussi. Et puis, ça me fait rigoler quand je pense que quand Messi était là, on disait que Messi était moins bien. Mais si Messi, moi je l'avais dit l'année passée, si Messi n'était pas là, ils auraient terminé 9/10. Hein. Il faut quand même comprendre ça. Aujourd'hui, Koeman l'a avoué il y a 2-3 semaines, que Messi était l'arbre qui cachait la forêt. Mais, parfois, ça me fait rire quand on peut remettre des joueurs en cause comme Messi ou Ronaldo, par exemple. Ouais, l'entraîneur Batave, plus que jamais dans les cordes, on l'a vu dans une derrière vous. Nordine, il y a la liste de Joan Laporta, le président. Il faut trouver l'identité du coach idéal qui ne devrait pas être Xavi Hernandez, l'ancien joueur, l'ancien milieu de terrain. Oui. Qui voyez-vous à la place Bah, de écoutez, Koeman? c'est vrai que c'est étonnant parce que Javi, ça serait le bon choix. Maintenant, je pense que lui ne veut pas venir parce qu'il ne veut pas prendre une équipe qui ne marche pas comme ça. Il a jamais, si, il a déjà entraîné, mais je veux dire, il a jamais entraîné en Europe. Et surtout le Barça, il veut avoir toutes les chances avec lui pour réussir. Après, oui, on parle de Martinez, mais Oui, vous savez, je vais vous dire un vous truc, relancer là-dessus. Martinez, moi je l'ai dit depuis le début, ça ne m'étonnerait pas parce que c'est pour ça qu'il garde le duo avec Thierry Henry. Parce que pourquoi est-ce que Thierry Henry revient maintenant? Ouais, il était Dites-nous. entraîneur, il revient. Mhm. Je pense que c'est pour... comment on appelle ça? C'est un genre de pont entre... Thierry Henry est un genre de pont entre lui et le Barça. J'en suis persuadé. Qui serait le candidat idéal pour vous? On l'a dit. Tourelle, parce que je vois Tourelle, Tourelle, non, Roberto il a Martinez, Chelsea. Andrea Pirlo, Xavi ou Marcelo Gallardo, David? J'ai mon avis aussi là-dessus. Aucun. Ah ouais, Aucun. c'est clair. Aucun. Ah, Pour voilà, moi, voilà. il faut être fou pour reprendre un Barça comme ça en septembre, non, en octobre du coup 2021. Un Barça en ruine, ça a été un peu la une de la presse espagnole cette semaine. Non, pour autant, pourquoi ne pas miser sur un tourneur du club dans les classes des jeunes? On a vu qu'il y a des jeunes qui veulent jouer Gavi, Nico Gonzalez, etc. On dirait Ils sont que c'est une nombreux, philosophie. Cette classe Mais biberon. pourquoi un entraîneur avec des noms pareils irait prendre un risque de se griller avec un Barça là? Non, pour moi, il faudrait être complètement fou. Ouais. Mais en même temps, c'est le Barça. Mais en même temps, Donc, c'est en très fait, tentant. C'est très Donc voilà, tentant, ouais. vous savez, c'est comme parfois l'ego. Hein. On peut être intelligent et à cause de l'ego, on fait des erreurs. Mais je pense que c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Reprendre le Barça maintenant, c'est compliqué. Mais si vous reprenez le Barça avec une conférence de presse, avec la direction et qui dit voilà, je reprends le Barça, mais il y a du travail, il y a un chantier. Vu comme ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais des joueurs, des entraîneurs comme Pirlo, parce que dans votre liste Pirlo ou Gallardo. C'est la liste du monde de Deportivo. Oui, mais je veux dire, des joueurs, des joueurs, vous imaginez, Ex- des entraîneurs qui n'ont pas une grande expérience, reprendre le Barça dans cette C'est du situation-là, suicide. c'est très compliqué, vraiment. Et j'ai le point de vue financier aussi, un point de vue financier, vaut mieux payer peut-être un entraîneur du club des jeunes plutôt qu'aller encore dépenser de l'argent. On connaît les soucis financiers du Barça. Non, sincèrement, même l'aspect financier est quand même important à prendre en compte ici. Et Xavi, voilà, c'est parce que beaucoup de supporters catalans le désirent, mais quand rien ne va plus, on s'attache au passé, aux meilleurs souvenirs. Ce n'est pas parce que c'est une légende du club que les résultats en tant qu'entraîneur vont suivre. Donc, à la place de Xavi, que j'adore aussi personnellement, je ne prendrai pas ce risque. C'est comme se remettre avec une ex dans une relation amoureuse. Vous venez de parler du volet financier, David. Il faut savoir que pour pousser le technicien néerlandais vers la sortie, la direction catalane devra débourser 13 millions d'euros. On connaît le Voilà, ça canyon là, dans le budget du Barça. Messieurs, on papote et le temps passe. Et oui, on va évoquer quand même ce match entre l'Atleti et le Barça. Quelles seront les clés de cette partie? Les clés de cette partie. Elles sont nombreuses. Hein.
Cette partie, c'est d'abord du côté du Barça, c'est le mental. Le mental, comment est-ce qu'ils vont être après tout ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils vont être pour, Ils sont fous du trou là, hein. pour affronter, exactement, pour affronter l'Atlético? Ça va être la grosse question. C'est pas une question de motivation, c'est une question de confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des bons joueurs quand même dans cette équipe, parce que même De Jong, qui n'est pas le style du Barça, De Jong de paille, c'est une association qui peut faire mal. Attention, qui peut faire mal. Mais si vous n'êtes pas bien mentalement, c'est compliqué. Et puis du côté de l'Atlético, ouais, bah voilà, c'est les stars. C'est Suarez, quelle va être sa réaction, comment il va être. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est très compliqué de jouer contre son ancien club. Ça ne marche pas toujours. Donc attention peut-être à ça. Pour le reste, ils sont plus costauds. L'Atlético est plus costaud mentalement, avec la victoire de la Champions League. Ils sont mieux. C'est le moment de jouer le Barça, mais vous savez, un match n'est pas l'autre. Mais il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes vraiment du côté du Barça. Et vous l'avez dit en plus, Koeman qui est dans la tribune. Donc je pense que ça va être compliqué quand même contre le Barça. Parce que c'est une équipe qui va être fragile, même s'il commence bien. Il suffit d'un petit but de Suarez ou de Griezmann ou quelque chose comme ça, et directement, alors on va voir que cette équipe est malade. Il faudra activer ce ressort au niveau mental du côté du Barça, David. Et j'ai envie de dire leur résistance en début de match surtout. Parce que s'ils commencent comme à Benfica de manière aussi catastrophique, c'est-à-dire sans défendre correctement, et on sait bien que les joueurs d'Atlético offensifs, il y en aura sur le terrain, surtout samedi, il faut déjà résister au premier assaut et se mettre en confiance petit à petit. Peut-être que ça va revenir dans le match. Attention, l'Atlético est loin d'être meilleur, vraiment d'être si supérieur que ça au Barça, surtout en début de saison. Donc je n'exclus pas quand même un Barça. Vous n'êtes pas pessimiste quand même, David? Non, je ne suis pas pessimiste, mais c'est l'animation offensive de l'Atlético qui m'inquiète. Il suffit de revoir les matchs précédents pour se rendre compte que l'Atlético a du mal à se créer des occasions. Il n'y a quasiment aucun shot en première mi-temps, tir cadré. Mais donc voilà, pour moi, la clé du match, pour rebondir sur la question, c'est l'animation offensive de l'Atlético. Est-ce que Joao Félix, s'il est titulaire, va réussir à avoir ce déclic? Est-ce qu'il ne va pas penser un petit peu à jouer un peu trop personnel si Griezmann est là? Parce qu'on sait bien qu'ils sont en concurrence sur les deux côtés. Donc cette animation offensive, Griezmann, Joao Félix, ils sont alignés ensemble. Thomas Lemar qui fait ce lien avec entre le milieu et l'attaque qui est aussi en confiance. Voilà, j'espère que ces hommes-là vont se mettre vraiment en évidence. C'est eux qui ont la clé, peu importe le système, parce que Simeone modifie beaucoup en ce moment. 3-5-2, défense à 3, 4-4-2, peu importe, pour moi, c'est les joueurs qui ont la solution entre les mains, et notamment l'animation offensive de l'Atlético. Question traditionnelle, messieurs, un petit prono, Nordine? Moi, je vois une victoire de l'Atlético. Je vais dire aussi une victoire de l'Atlético, du moins je l'espère. Ben voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour concernant cette rencontre. Sachez qu'il y a un ballon de la Liga à gagner qui est à votre gauche, mon cher David. Pour cela, il suffit de trouver le résultat du match et de nous envoyer votre petit message sur notre page Facebook. Voilà. Messieurs, vous serez aux côtés de Mathieu Istas, c'est bien ça pour ce match? Oui, exactement. On commentera ce match. Je pense que ce sera un chouette match parce que je pense que ça va être. C'est étonnant ce que je vais dire, mais je pense que ça va être ouvert. Ça va être ouvert. Je pense que le Barça, comme le Barça n'est pas très bien, ça va être ouvert. Quant à vous, David, j'imagine que vous serez confortablement installé dans votre salon devant Eleven Sports. Devant Eleven Sports, comme depuis plusieurs années. Ben voilà, en écoutant Nordine. Magnifique, voilà, la parole divine, hein, voilà les amis, on s'est tout dit concernant ce débat, celui de tous les dangers, on l'a dit pour les Catalans, car comme dirait Daniel Craig, mourir ou plutôt subir une nouvelle désillusion peut franchement attendre du côté catalan. À très vite sur Eleven Sports.